Le ciel nocturne au-dessus de la région d'Ispahan, au cœur de l'Iran, n'est plus qu'un immense brasier zébré par des éclairs secondaires, alors qu'un dépôt de munitions stratégiques vient de littéralement s'effacer de la carte dans une série de détonations en chaîne d'une violence inouïe. Ce n'est pas une simple explosion isolée, mais un processus de combustion et de déflagration qui dure depuis des heures, chaque explosion de munitions déclenchant la suivante dans un cycle infernal qui témoigne d'un coup direct porté à des structures que Téhéran pensait avoir mises à l'abri profondément sous terre. L'avion responsable de ce chaos n'a même pas eu besoin de franchir l'espace aérien iranien lors des premières phases du conflit. Mais aujourd'hui, au 35e jour de l'opération Epic Fury, les règles de la physique et de la guerre aérienne ont radicalement changé. Cette campagne d'envergure, qui a déjà frappé plus de 13 000 cibles sur l'ensemble du territoire, a méthodiquement érodé plus de 80% du réseau de défense antiaérienne iranien et réduit la capacité de lancement de missiles balistiques de la République islamique de près de 90%. Alors que tous les titres de la presse internationale se focalisent sur la furtivité, mettant en avant le F-35 qui ouvre la voie ou le bombardier furtif B-2 Spirit capable d'atteindre l'inatteignable, un troisième acteur, bien plus ancien et imposant, survole le théâtre d'opération chaque nuit depuis le premier jour. Il ne décolle pas d'un porte-avions, ni d'une base classée top secrète dans le désert américain, mais d'une station de la Royal Air Force située dans la campagne paisible du Gloucestershire en Angleterre. Cet appareil a 70 ans. Les cellules de ces bombardiers qui frappent aujourd'hui l'Iran ont été assemblées à une époque où certains de leurs pilotes actuels n'étaient même pas nés et où leurs grands-parents entraient à peine dans l'âge adulte. Pourtant, il existe un problème fondamental que personne dans la presse généraliste n'explique réellement. Un défi technique et stratégique qui semblait, au début de ce conflit, condamner cet avion à l'obsolescence. Au déclenchement des hostilités, cet appareil ne pouvait tout simplement pas s'approcher de l'Iran. Sa surface équivalente radar est comparable à celle d'un petit navire de guerre, ce qui en fait la cible la plus visible et la plus vulnérable de toute la flotte de bombardiers américains. Le réseau de défense aérienne iranien avait été spécifiquement conçu, pierre après pierre, pour détecter et détruire des avions exactement de ce type. La question qui se pose alors aux analystes militaires est la suivante. Comment le B-52 Stratofortress parvient-il, à la 5e semaine de guerre, à larguer des bombes anti-bunker de 2000 livres sur des cibles souterraines au cœur de la zone industrielle de l'Iran, tout en rentrant chaque matin à sa base sans une égratignure ? La réponse ne réside pas dans une transformation technologique soudaine de l'avion lui-même, mais dans la physique de l'espace aérien qui l'entoure, une métamorphose que nous décryptons ici. L'Iran n'a pas seulement construit une défense aérienne classique, il a érigé un système d'ingénierie pensé pour rendre un bombardier de 70 ans totalement non pertinent. Et pendant les 2 premières semaines, il faut reconnaître que cela a fonctionné. Depuis l'introduction des missiles de croisière à longue portée dans les années 80, le B-52 a survécu en se tenant systématiquement en dehors de la zone de danger, ce qu'on appelle la zone de destruction. De l'opération Desert Storm à Iraqi Freedom, le schéma est resté immuable. Le B-52 lançait ses armes à une distance telle qu'aucune défense ennemie ne pouvait l'atteindre, non pas parce qu'il était invisible, mais parce qu'aucun missile adverse n'avait la portée nécessaire pour combler l'écart. C'est précisément pour briser cette immunité que l'Iran a acquis le système S-300 PMU-2 auprès de la Russie en 2016. Ce système dispose d'une portée d'engagement d'environ 120 000 nautiques, couplé à un radar de détection capable de balayer l'horizon jusqu'à 185 000. Pour la toute première fois depuis que le B-52 a adopté sa doctrine de tir à distance, un adversaire disposait d'un missile capable de le menacer dès l'instant du lancement. Pour compléter ce dispositif, Téhéran a développé son propre système national, le Bavar 373, en le superposant à des intercepteurs à courte portée Tor M1, tout en répartissant des nœuds radars sur l'ensemble du territoire pour éviter qu'une seule frappe américaine ne puisse aveugler tout le réseau d'un coup. Ce n'était pas une défense destinée à gêner l'assaillant, c'était une barrière conçue pour fermer l'unique brèche qui avait permis au B-52 de rester opérationnel pendant des décennies. Pour bien comprendre ce qui s'est passé ensuite, il faut imaginer 2 guerres différentes menées dans le même espace aérien. Au cours des 2 premières semaines, l'espace aérien iranien a dit non. Le 28 février, au lancement de l'opération Epic Fury, des vagues de F-35 et de missiles de croisière Tomahawk ont frappé les sites radars S-300 et les centres de commandement à travers tout le pays.
En 72 heures, plus de 1700 cibles de surface ont été touchées. Cependant, un système de défense aérienne intégré ne meurt pas en une seule nuit. Les lanceurs de missiles mobiles ont été déplacés, les nœuds radars distribués ont survécu dans l'ombre des montagnes. Le réseau était endommagé, mais pas détruit. À ce moment-là, le B-52 restait posté à 500 000 de la frontière, lançant ses missiles JASSM sans jamais franchir la ligne rouge. Ce n'était pas par peur, mais parce que les mathématiques de cet espace aérien l'interdisaient formellement. Puis, entre la 3e et la 5e semaine, l'espace aérien a changé d'avis. Les opérations soutenues de suppression et de destruction des défenses antiaériennes menées par les F-35, les B-2 et les B-1B ont érodé plus de 80% des capacités d'interception intégrées de l'Iran. L'espace est passé du statut de contesté à celui de supprimé. C'est alors que le B-52, le même appareil partant de la même base en Angleterre, a commencé à opérer différemment. Il s'est rapproché, il a changé d'armement, et il a fini par larguer des bombes perforantes GBU-31 directement au-dessus du dépôt de munitions d'Ispahan. Les explosions secondaires massives ont confirmé que les bombes avaient atteint ce qui était enfoui. L'avion n'avait pas changé, c'est l'environnement qui s'était plié à sa volonté. Pour expliquer ce phénomène, il faut procéder par élimination. Dans d'autres contextes, on pourrait utiliser le B1B Lancer, mais ici l'équation est différente, car elle pose deux problèmes de physique simultanés. Il faut une portée suffisante pour lancer des attaques lorsque la défense est active, et une tête perforante assez lourde pour percer le béton armé une fois que la menace antiaérienne a disparu. Le B2 Spirit possède la furtivité pour s'infiltrer n'importe où dès la première semaine, mais la furtivité n'est pas le problème que le B-52 doit résoudre. Le défi du B-52, c'est le volume de feu sur deux phases distinctes. Le F-35A peut transporter des missiles JASSM en interne, mais seulement 2 par sortie, ce qui pose un problème de masse critique. Le missile de croisière Tomahawk, quant à lui, a la portée nécessaire pour les opérations à distance, mais avec un prix unitaire avoisinant les 2 millions de dollars. Sa tête de combat de 700 livres est insuffisante pour fissurer un bunker en béton renforcé de la classe de ceux d'Ispahan, qui nécessite la masse d'un pénétrateur BLU-109 de 2000 livres. En somme, avec le Tomahawk, vous avez le volume, mais pas la perforation nécessaire. Quant au B1B, il transporte des pénétrateurs GBU-72 de 5000 livres, conçus pour des silos de missiles enterrés sous du granit, ce qui est trop puissant pour les cibles d'Ispahan. Le B-52H, la seule variante encore en service, équipée de la mise à jour de sa baie d'armement interne, est la seule plateforme capable de transporter 20 missiles JASSM par sortie, dont 8 sur un lanceur rotatif interne et 12 sous les ailes, tout en pouvant basculer sur des bombes anti-bunker GBU-31 selon ce que l'espace aérien autorise. C'est cette adaptabilité, et non la technologie de pointe, qui en fait l'outil décisif d'Epic Fury. Pour illustrer cette réalité, il suffit de revenir à la nuit où le B-52 a testé les limites de ce que l'espace aérien permettait. Il est 2 h du matin, heure locale, le 28 février 2026, sur la base de RAF Fairford. Les 8 turboréacteurs de chaque appareil s'éveillent dans un vacarme que les équipes au sol décrivent comme un mélange entre un train de marchandises et un tonnerre ininterrompu. Les B-52H taxient lentement vers la piste, alourdis par leur cargaison, avant de mettre le cap au sud-est. Après des heures de vol, ils s'immobilisent virtuellement à 500 000 de la frontière iranienne. C'est l'état d'un bombardier qui ne peut pas se cacher. Il a échangé la furtivité contre la charge utile, et la vitesse contre l'autonomie. Ce qui lui reste, c'est la distance, ce calcul pur entre sa position et la portée des missiles ennemis. Cette mathématique est la seule chose qui le maintient en vie. À ce stade, les batteries S-300 iraniennes sont actives, et le B-52 illumine les écrans radars comme un feu de joie dans un champ sombre. Chaque opérateur à moins de 300 000 sait exactement où il se trouve. Mais parce que le S-300 ne peut engager qu'à 120 000, l'appareil reste hors d'atteinte. Depuis ce point de lancement sécurisé, il libère ses AGM-158B, JASSMER, dont la portée dépasse les 500 000 nautiques. Le missile fait le reste du chemin, furtif, composé de matériaux composites, sans aucune émission active, avant de frapper ses coordonnées, G,
GPS. Le B-52 est déjà sur le chemin du retour au-dessus de la Méditerranée quand Ispahan voit ses premières explosions. L'opérateur radar iranien a été le témoin impuissant de l'attaque. Un radar sans portée n'est pas une arme, c'est un simple spectateur. 5 semaines plus tard, le décor est transformé. Le bombardement soutenu a neutralisé la quasi-totalité des menaces, permettant au B-52 de survoler directement le territoire iranien à haute altitude. Ce n'est pas de l'invisibilité, c'est l'absence de menaces rendant la visibilité sans conséquence. Le strike d'Ispahan en est la preuve flagrante. En utilisant des variantes GBU-31 version 3, basées sur le pénétrateur BLU-109, les forces américaines ont utilisé la physique de la masse contre le béton. Contrairement à une bombe conventionnelle qui agit comme un marteau et disperse son énergie à la surface, le BLU-109 agit comme un clou. Sa coque en acier trempé est conçue pour ne pas se briser à l'impact. Lorsqu'il est largué de haute altitude, il atteint sa vitesse terminale et l'énergie cinétique pure le propulse à travers le béton armé avant qu'un détonateur programmable à retardement, le FMU 143, ne déclenche l'explosion à l'intérieur même de la structure. À Ispahan, la détonation interne a agi comme un catalyseur pour les munitions stockées, provoquant ces explosions secondaires qui sont la signature même d'une pénétration réussie. Ce n'est pas un dommage collatéral, c'est l'objectif visé. L'efficacité de ces frappes repose aussi sur une logistique implacable. Fin mars, la base de RAF Fairford, avec sa piste unique, abrite 23 bombardiers lourds, soit près d'un tiers de la flotte stratégique américaine. C'est le seul point d'appui avancé dédié aux bombardiers lourds en Europe. Chaque sortie effectuée depuis l'Angleterre, plutôt que depuis le Dakota du Sud, économise des milliers de milles de soutien par avion ravitailleur et des heures de transit, ce qui se traduit par plus de sorties quotidiennes et une pression constante sur l'adversaire. Au-delà de la logistique, l'aspect économique est frappant. Au cours des 2 premières semaines, une seule sortie de B-52 transportant 20 missiles JASSM coûtait environ 52 millions de dollars en munitions. À la 5e semaine, le même avion transportant 20 bombes JDAM ne consomme que 600 000 dollars. Ce passage à des munitions moins coûteuses n'est pas seulement un choix tactique, c'est une nécessité imposée par l'épuisement des stocks mondiaux de missiles de croisière. Lorsque l'espace aérien permet d'utiliser une bombe à 30 000 dollars au lieu d'un missile à 2 millions, la logique institutionnelle prend le dessus. Le B-52 s'est adapté non seulement à une nouvelle réalité tactique, mais aussi à un inventaire qui s'amenuise. Le bilan de l'opération Epic Fury à ce stade est sans équivoque. Dans la phase de tir à distance, le B-52 a généré un volume de frappe de précision qu'aucune autre plateforme ne pouvait égaler. Dans la phase d'attaque directe, la destruction du dépôt d'Ispahan confirme que l'avion de 70 ans reste le maître de la pénétration de structures durcies. Cependant, un bémol s'impose. Une suppression à 80% n'est pas une disparition totale du danger. Les systèmes antiaériens mobiles peuvent encore surgir et les systèmes portatifs restent une menace pour les vols à basse altitude. Le B-52 ne vole pas seul. Il bénéficie toujours du soutien de contre-mesures électroniques et d'escortes de chasseurs, même si celles-ci sont plus légères qu'au premier jour. L'espace aérien est devenu assez sûr pour la mission, mais il n'est jamais totalement pacifié. En 5 semaines, le B-52 a résolu 2 équations physiques fondamentales et opposées avec la même cellule, les mêmes équipages et depuis la même base. Aucune autre machine de l'inventaire américain ne possède cette capacité d'adaptation à une telle échelle. L'avion n'a pas évolué, c'est la guerre qui a tourné autour de lui. 13 000 cibles traitées, Ispahan en flammes, et une structure de défense pensée pour l'éliminer qui finit par s'effondrer. L'Iran avait parié sur la fin du B-52 en fermant l'écart de portée avec ses S-300, et pendant 2 semaines, ce pari a tenu. Mais une fois les défenses tombées, le vieux géant est entré dans la place, et le bunker d'Ispahan n'a pas survécu à sa visite. Le B-52 n'est pas simplement le plus vieux bombardier encore en vol, il est la plateforme la plus polyvalente jamais construite. Capable de passer d'un rôle de lanceur de missiles lointain à celui de perforateur de béton massif selon les besoins du commandement. Dans l'opération Epic Fury, l'espace aérien a écrit 2 scénarios différents, et le B-52 a été le seul acteur capable de jouer les 2 rôles avec une efficacité dévastatrice. Alors que les incendies continuent de ravager les ruines fumantes d'Ispahan,
La démonstration de force est totale. La technologie de pointe a ouvert la porte, mais c'est la force brute et la polyvalence d'une conception vieille de 7 décennies qui ont achevé le travail. La prochaine phase de l'équation est déjà en cours d'écriture. Et il ne fait aucun doute que le Stratofortress en sera à nouveau le pivot central.